on vous lance un défi. Apportez-nous une preuve de l'offre que vous avez reçue d'un autre concessionnaire et on ajoute 500 $ de plus à la signature. C'est garanti, sans niaisage et c'est valide sur l'évaluation, l'échange ou le rachat pur et simple. 5035 rue Louis H. Lafontaine, Lévis. Lévis Honda. L'expérience qui fait la différence. C'est l'événement tout nouveau, tout beau chez Trévis. Venez découvrir les nouveautés 2026. Nouveau spa, nouveau mobilier extérieur outdooring, nouveau robot nettoyeur, nouvelle piscine hors terre et creusée. Et attention, voici la grande nouveauté 2026. La toute nouvelle piscine 4 saisons Urbania. Oui, une piscine dont on peut profiter en famille à longueur d'année. Plongez dans les nouveautés avec du financement VIP et des promotions de lancement. Trévis, une longueur d'avance. Tu veux vendre ta maison, mais t'as pas envie de faire le ménage, les rénaux, les photos, les visites, sans compter tous les acheteurs qui changent d'idée? Avec Simplimo, oublie tout ça. Nous autres, on achète ta propriété telle quelle. Tout ce que t'as à faire, c'est remplir le formulaire en ligne. Puis en moins de 30 jours, l'argent est dans tes poches. Puis tout ça sans payer aucun frais. Chez Simplimo, c'est plus que simple. Simplimo.ca 88 883 0536. Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Hey, c'est Jordan. Comme l'a déjà si bien dit Martin Saint-Louis, le Canadien s'est vomi dessus hier en troisième période. Après avoir été solide dans les 40 premières minutes de jeu avec un but de Juraj Slavkovski en avantage numérique au deuxième 20, tout s'est écroulé ensuite. Détroit a égalisé avec un tir dévié des plus dégueulasses, mais c'est surtout la bourde de Mike Matheson en tombant les deux jambes en l'air qui a permis à Alex DeBrincat d'inscrire son 100e en carrière avec les Red Wings, star en troisième. Andrew Copp a fini ça dans un filet désert. Marque finale canadien 1, Red Wings 3. Prochain match demain contre les Islanders. Dans la LHJMQ, le dernier match de la saison au Centre Vidéotron avant les séries ce soir. Et c'en est tout qu'un. La rivalité Saguenay-Rempart à 19h. Les Bleuets sont complètement boostés cette saison avec l'un des meilleurs clubs de la Ligue. Tout qu'un défi pour la troupe d'Éric Veilleux. Ils termineront leur saison demain au Centre Georges contre ces mêmes Sags. Et dans la Ligue nord-américaine, les séries se poursuivent. Match numéro 3 à Saint-Hyacinthe pour le National à 20h ce soir. Demain, 20h30, ce sera le match number 4 à l'Ancienne Lorette. Les Bataillons mènent 2-0. Pour plus de sport, c'est BPM Sport. BPM Sport. 100.9. Présenté par Chapo Ben, votre magasin de liquidation à Québec, Saint-Georges et Lévis. Pour de la nourriture, des vêtements et des nouveautés chaque semaine, de 20 à 60% moins cher. chapoben.com. Choix. Choix. 98. 98. 1. Original. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. Perhaps the most startling and far-reaching event in the recent history of Bigfoot hunting happened to a long-time investigator by the name of Roger Patterson. In October of 1967, he and a friend were in the Bluff Creek area of Northern California to investigate a reported sighting of two creatures. Suddenly his horse shied as a large creature stood erect from behind a log where it had been drinking from the creek. Patterson grabbed a 16mm camera from the saddlebag and jumped from the back of the rearing horse to take the following pictures. Let's hear in Patterson's words exactly what happened that day. As I walked across the sandbar, I was able to get some fairly good footage of it. It turned a couple of times and looked at us, and as it turned, it seemed to give me the impression that it didn't want anything to do with us. It didn't run, it didn't act scared, but yet it acted leery of us. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les radios X-Files de ce vendredi, première journée officielle du printemps 2026. Christian Page, bonsoir et bon début de printemps. Oui, si ça ne paraît pas quand même. Oui, le printemps, je sais pas à Québec de quoi ça a l'air, mais ici, on a plus l'impression d'un mois de décembre que que le printemps. C'est pas mal la même chose ici, mais bon, c'est tout de même le printemps depuis, je pense, 10h45 ce matin. C'est là, quelques heures, oui, c'est ça. Et oui.
Oui, j'allais dire, cela étant, ça nous annonce un peu notre sujet. Hein? Oui. Un petit peu un sujet qui, on va le comprendre, est un peu tristounet. Écoute, tristounet dans le sens que ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un documentaire de 1972, Sasquatch, dans lequel on présentait le film Patterson-Gimlin. C'était pas la première fois, mais l'une des toutes premières fois où on le présentait dans un documentaire qui était présenté au cinéma. Il y avait eu quelques émissions de télé où on avait présenté ce petit bout de film de 59 secondes, mais là, c'était un documentaire qui était présenté au cinéma. Et moi, je me rappelle à l'époque, le documentaire traduit en français, c'était L'empreinte du monstre. Et je me rappelle que j'avais été voir ça au cinéma. OK. Quelques années après, là, il avait été représenté dans un cinéma de répertoire et j'avais vu ce documentaire sur le film où on voyait le film Patterson-Gimlin. Pourquoi on parle du film Patterson-Gimlin? Écoute, très honnêtement avec toi, Nick, oui. J'aurais jamais cru de mon vivant que je ferais une émission comme celle qu'on fait ce soir ensemble. OK. Et je t'explique pourquoi. D'abord, oui. plaçons un peu le contexte, là, parce que les gens nous écoutent et disent « Oui, mais bon, le film Patterson, de quoi parle-t-on exactement? » Ben, c'est un petit film. Je pense que la plupart des auditeurs l'ont déjà vu, 59 secondes. Le film a été tourné le 20 octobre 1967. Et à ce moment-là, comme on le racontait un peu dans l'extrait qu'on a entendu, Roger Patterson était avec l'un de ses compagnons, un certain Robert Gimlin. Il se trouvait dans la région de Bluff Creek, qui se trouve dans le nord de l'État de la Californie, une région très forestière, presque à la frontière de l'Oregon. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tôt, on avait rapporté des empreintes. Contrairement à ce qu'on dit dans le film, on chasse pas deux créatures, mais c'était plutôt des empreintes. On avait vu en septembre 1967, on avait rapporté des soi-disant empreintes de Bigfoot. Et Roger Patterson est un personnage, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est un personnage un peu louche, impliqué dans toutes sortes de petites escroqueries. Et il était passionné par l'histoire du Bigfoot. Il avait d'ailleurs écrit un ouvrage à compte d'auteur qui s'intitulait Est-ce que l'abominable homme des neiges d'Amérique existe, là, traduit en français. C'est un ouvrage qu'il avait publié, une petite monographie à compte d'auteur. Il était vraiment passionné par le sujet. Il avait créé une association d'investigation sur le Sasquatch, le Bigfoot, comme on l'appelle aux États-Unis, mais il en était le seul membre. Bon, on va quand même le dire. Quand même. Il parlait comme ça qu'il allait tourner un documentaire éventuellement sur le Sasquatch. Donc, lorsque ces empreintes ont été rapportées dans on nous appelait à Blue Creek Mountain, il s'est rendu là sur place avec son compagnon, le Bob Gimlin, et ils avaient des chevaux avec eux, donc ils ont monté sur les chevaux, puis ils ont patrouillé le secteur à dos de cheval. Et éventuellement, en début d'après-midi, ce 20 octobre 67, et là, je te raconte ce qu'ils ont raconté comme version. Là. Le 20 octobre 67, ils arrivent là, près d'un lit asséché d'une petite rivière, qui est Bluff Creek. Et là, ils vont voir cette créature qui se tient là, à quelques dizaines de mètres d'eux. Et puis, bon, le cheval de Patterson va hennir, il est désarçonné. Le temps de se relever, il saisit sa caméra et il va tourner ses 59 secondes de ce film. fameux film, le film qui va porter le nom de film Patterson-Gimlin. Depuis que ce film a été tourné, il est probablement, je te dirais, après le film d'Abraham Zapruder, où on voit le président Kennedy se faire abattre, que tu as sûrement vu, là, le film qui avait été tourné par... Oui, tout à fait. Abraham Zapruder était film historique, un film historique, c'est ça. Puis lui, Abraham Zapruder, s'était trouvé au bon moment, au bon endroit, là, si je puis dire, entre guillemets, là, pour filmer la scène. Il avait une petite caméra, et au moment où le cortège présidentiel passait devant lui, c'est le moment où le présumé tireur, Lee Harvey Oswald, a tiré en direction du président Kennedy, et Abraham Zapruder a tourné ces images tout à fait choquantes. Et je te dirais qu'après le film Zapruder, l'un des films probablement qui a le plus été analysé, c'est sans doute le film Patterson-Gimlin. C'est un film 16 mm, on a analysé image par image, et je te dirais qu'au fur et à mesure où la qualité de nos systèmes permettait de mieux numériser les images. Évidemment, les images originales, lorsqu'elles sont diffusées, c'est une image un peu floue, c'est une image 16 mm, puis c'est présenté comme ça, mais il n'y a pas moyen d'améliorer l'image. Mais avec l'avènement de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout le reste, on peut aller chercher plus d'informations sur les images.
Et disons-le tout de suite, dès le départ, avec le film Patterson, c'est clair. Ou bien il s'agit, ça peut pas être un ours ou quelque chose d'autre, là. C'est ou bien un homme dans un costume, ou bien c'est un véritable Bigfoot. C'est l'un ou l'autre. Et au fur et à mesure que les techniques donc progressaient, et on allait chercher de l'information supplémentaire sur les images, alors qu'on s'attendait à un moment donné de trouver un zip ou quelque chose comme ça, là, une fermeture éclair, on trouve rien de ça. Au contraire, on trouve des éléments qui viennent un peu ajouter à la crédibilité du film. Donc le film fait l'objet d'énormément de débats et il devient un peu le Saint Graal. Pour ceux qui défendent l'existence du Bigfoot, il est le Saint Graal. Invariablement, dès qu'on a une discussion sur le Bigfoot, les gens vont ramener, oui, mais le film Patterson-Gimlin. C'est comme la preuve. Oui, ça devient la preuve ultime. En fait, je te dirais que presque tout le dossier du Bigfoot tient dans le film Patterson-Gimlin. Bon, évidemment, il y a des partisans, puis il y a des opposants. Moi, personnellement, et c'était un peu ce qui me frustrait, disons-le tout de suite, je ne crois pas en l'existence du Bigfoot. Okay. On en a déjà parlé ensemble. Oui. Je n'y crois pas parce que, bon, on refera pas l'émission, mais disons, il n'y a pas de traces fossiles d'une telle créature qu'une telle créature ait jamais existé. Alors, allons, à moins que le Bigfoot existe, mais qu'il n'ait pas de précédent anthropologique ou paléontologique, j'ai peine à croire que le Bigfoot serait né sous une feuille de chou. Jamais laissé. Ouais, c'est ça. Bon, ça me paraît pas vraisemblable. Mais lorsque j'étais dans des conversations, puis j'évoquais cette préoccupation, on me disait, oui, mais que fais-tu du film Patterson-Gimlin? Et j'avoue que c'était un film qui me frustrait. Depuis des décennies, le film me frustrait pour la simple raison que, comme m'avait déjà dit un avocat, la question n'est pas de savoir ce que tu crois, la question est de savoir ce que tu peux prouver. Ouais. Et même si, dans mon fort intérieur, je me disais, si le Bigfoot n'existe pas, forcément, le film Patterson-Gimlin doit être une supercherie. Mais comment prouver que c'est une supercherie? Il y avait toutes sortes de preuves circonstancielles, appelons ça comme ça. Bon, Patterson est un individu un peu louche, il avait trempé dans toutes sortes de petites escroqueries à gauche et à droite. Il disait qu'il voulait tourner un documentaire sur le Sasquatch, et ça tombe bien, il en voit un et il le filme. Donc, il y avait toutes sortes d'éléments qui étaient un peu louches. La façon dont il avait loué une caméra, puis bon, il l'a pas retourné après. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient un peu agaçants, et qui plus est, un des coups importants, au début des années 1990, il y a un individu qui sort de l'ombre, un type qui s'appelle Bob Euronymous. Et ce Bob Euronymous dit, ben voilà, après toutes ces années à ne rien dire, je le dis maintenant, j'étais l'homme dans le costume. Donc lui, il prétend clairement que c'est un costume, et il dit que c'est lui qui était dans le costume. Et évidemment, tu comprends que ceux qui veulent défendre le film Patterson-Gimlin ont trouvé mille et une raisons de discréditer le témoignage de Bob Euronymous. Tu sais, oui, mais pourquoi a-t-il attendu 30 ans pour parler? La logique aurait voulu que s'il était vraiment l'homme dans le costume puis que Patterson avait mené une supercherie, ben la première personne que tu penses à payer, c'est les gens qui peuvent dénoncer ta supercherie, tes acolytes. Or, si Bob Euronymous s'était fait promettre une somme de $1000 par Roger Patterson pour tourner ce film, pourquoi Patterson ne l'aurait pas payé? Pourquoi Bob Euronymous aurait attendu 30 ans? Bon, puis là, il y a une analyse du film disait... Beaucoup de questions, puis des analystes, des gens qui avaient analysé le film disaient « Ouais, mais Bob Euronymous mesure 6 pieds 1, alors que la créature dans le film mesure 6 pieds 8 ou 6 pieds 9, puis elle a les bras plus longs, puis il y avait toutes sortes d'arguments. Et pourtant, Bob Euronymous avait quand même passé un polygraphe qu'il avait réussi, et évidemment, quand tu comprends, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Fait que ceux qui voulaient discréditer Bob Euronymous avaient tôt fait de dire « Ouais, mais c'est pas recevable en cours, un test de polygraphe », ce qui est vrai. Mais crois-moi, si tu te fais arrêter demain par les services de police puis tu es associé à un crime et que tu passes un test de polygraphe et que tu échoues le test du polygraphe, crois-moi que les policiers vont te garder dans leur collimateur et longtemps. C'est peut-être pas recevable en cours, mais disons que c'est un bon indicateur. Quoi qu'il en soit, Bob Euronymous avait passé ce test du détecteur de mensonges avec, comme on dit en anglais, flying colors. Il avait parfaitement réussi. Mais néanmoins, les gens continuaient de discréditer, non, parce que le film Patterson-Gimlin
est d'une telle importance dans le milieu de ceux qui croient en l'existence du Bigfoot que c'est pas facile de discréditer le film sur la foi de quelqu'un qui vient dire « j'étais l'homme dans le costume ». Et là, évidemment, on pose la question, et si c'était le gars dans le costume, où est le costume? Est-ce qu'on peut voir le costume? Évidemment, c'était des éléments qu'on ne pouvait pas apporter. Et moi, donc, à travers cette frustration, je me disais, bon, OK, j'ai la conviction dans mon fort intérieur que le film est une supercherie, mais je ne peux pas le prouver. Et si tu m'avais posé la question il y a 3 semaines, je t'aurais dit, je t'aurais exactement tenu le même discours et ça aurait été, je serais demeuré dans ma frustration. Ouais. Je croyais que on ne pourrait jamais prouver, à moins d'un aveu, parce que dans le cas du film de Patterson-Gimlin, il y avait 2 personnes qui étaient sur place. Hein. Si on suppose que la créature est vraie, là, il n'y avait que 2 personnes qui étaient sur place. Il y avait Roger Patterson et son compagnon Bob Gimlin. Et Roger Patterson est décédé en 1972 d'un cancer des ganglions, hein, le cancer, la maladie d'Hodgkin. Et Bob Gimlin, lui, il est toujours vivant. Et Bob Gimlin, il est à peu près... C'est une super vedette. Hein? C'est le Elvis Presley du Bigfoot. Oui. Hein? Dès qu'il y a des congrès sur le Bigfoot, t'es sûr que Bob Gimlin se fait payer des cachets en or pour être là, pour raconter son aventure. Et il insiste toujours. Hein? Je sais ce que j'ai vu, puis ce que j'ai vu, c'était pas un homme dans un costume, etc. Et c'est vrai que Bob Gimlin a un rôle un peu particulier parce que Bob Gimlin, c'est un individu qui a plutôt bonne réputation. Comme n'importe qui, il n'est pas parfaitement blanc. Là. Tu sais, quand on commence à creuser, comme par exemple, Bob Gimlin disait qu'il était un métis sang indien et moitié caucasien. Là. On a découvert que dans ses antécédents, il y avait absolument personne dans sa famille qui était de sang amérindien. Là. Donc, il a exagéré là-dessus. Mais en dehors de quelques éléments comme ça, on peut pas dire que Bob Gimlin était reconnu pour être un escroc ou un truc comme ça. Donc, il avait plutôt bonne réputation. Puis en même temps, ben, si tu crois au Bigfoot, tu veux croire son histoire, tu comprends? Et donc, moi, j'étais un peu dans cette position. À moins que Bob Gimlin, sur son lit de mort, nous fasse une révélation en disant « c'était un trucage », je vois mal comment on pourrait démontrer que le film est une supercherie. Ben, c'est fait. Et c'est pourquoi je te dis, j'aurais jamais cru que ça se ferait un jour. C'est fait. Et là, je t'explique un peu le contexte. Il y a quelques jours, se tenait à Austin, au Texas, le festival South by Southwest Film and TV Festival. C'est un festival où on présente des films indépendants et des documentaires. On a exactement la même chose à Toronto, là, ici au Canada, une fois par année. Là, on appelle ça pour les documentaires, c'est les Hot Docs, Hot Documentaires. Là. Mais bon, c'est un festival où ce sont des producteurs indépendants et des documentalistes qui viennent présenter leurs documents. Et ensuite, bien évidemment, on espère que ces films-là seront repris par des distributeurs pour être soit diffusés sous forme de vidéocassettes, vidéocassettes de DVD ou des trucs comme ça, ou présentés distribués auprès de chaînes de streaming, Netflix et compagnie. Et dans cette présentation, donc qui s'est tenue il y a quelques jours, là, ça a duré 4 ou 5 jours, il y avait un documentaire qui s'intitulait « Capturing Bigfoot ». Ça faisait à peu près 1 an qu'on en parlait en coulisses, mais on n'avait absolument aucune information sur le contenu du documentaire. Mais on savait qu'on préparait un documentaire sur le Bigfoot, Capturing Bigfoot, et le réalisateur s'appelait Mark Evans. Mark Evans, mettons tout de suite la table, c'est un individu qui n'a strictement rien à voir avec ce milieu-là. Donc, on ne peut pas l'accuser d'être pour ou contre, croyant ou sceptique. Il n'en a rien à cirer. Tu comprends? Il ne fait pas partie de ce milieu-là. Il n'est pas intéressé vraiment par les histoires de Bigfoot. En fait, il s'est retrouvé parachuté dans cette histoire-là par un concours de circonstances. Mais tout un concours de circonstances, crois-moi. OK. Donc, et le concours de circonstances est le suivant. Ce fameux Mark Evans, qui est un documentaliste, qui a fait quelques documentaires dans le passé, il enseigne les techniques du documentaire au Olympic College de Bremerton, qui se trouve dans l'État de Washington. Donc, dans des ateliers télévision-cinéma, il
il présente aux étudiants comment faire des documentaires et comment développer la trame documentaire. Et il a 43 ans là, pour souligner. Et puis, alors qu'il est à ce collège-là, qu'il travaille, il reçoit un courriel d'une collègue de travail. Et cette collègue s'appelle Teresa Brooke. Et Teresa Brooke lui dit, elle n'est pas liée au domaine de la télé, du cinéma, elle enseigne dans un autre département du collège. Et elle lui dit, voilà, j'ai trouvé dans le coffre-fort de mon père, qui est décédé depuis peu, qui s'appelle Norm Johnson, elle dit, j'ai trouvé dans son coffre-fort une bande de film, un 16 mm. Et ce film-là a été développé. Donc, si on regarde la pellicule, on voit les images. Elle dit donc, le film est développé, mais comme j'ai pas de projecteur, tout ça, puis c'est compliqué, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de numériser le film en question. Et bien sûr, Mark Evans a dans son petit laboratoire au collège, il a tout l'équipement nécessaire pour numériser d'anciennes bobines de film 16 mm. Donc il lui dit, écoute, tu m'amènes ça, puis je vais te faire ça. Et au moment où elle lui remet le film, elle lui raconte une curieuse histoire. Elle lui dit, ce film-là pourrait être lié au film Patterson-Gimlin. Mark Evans, qui a grandi tout près de Yakima, qui était la ville où habitait Roger Patterson, connaît cette histoire-là, tu comprends? Il y a, dans la région, tout le monde connaît. Et si on a fait des documentaires un temps soit peu, ben, évidemment, on a tous vu le film du Bigfoot. Et lui, ben, évidemment, il le connaît, le film Patterson-Gimlin. Ça a été tourné par un individu qui habite pratiquement la même ville que lui. Et qui plus est, Mark Evans a raconté que son père avait connu Roger Patterson. C'était pas un ami, mais il l'avait connu. Et à quelques reprises, quand il était enfant, le sujet était venu comme ça sur la table. Puis bon... Mais il n'avait pas développé d'intérêt pour ça. Donc, quand elle lui dit « ce film pourrait être associé à l'affaire au film Patterson-Gimlin », évidemment, Mark Evans sait de quoi il parle. Il dit oh, « OK. » Et là, il lui raconte une histoire plus étrange encore. Il lui dit « ce film aurait été tourné par mon père, ou à tout le moins développé par son père, parce que son père, Norm Johnson, travaillait au laboratoire Kodak. En fait, c'est pas le laboratoire Kodak, c'est un laboratoire de films qui développait de la pellicule Kodak pour le compte de la compagnie Boeing. Donc, Boeing, dans ses installations de l'État de Washington, avait un laboratoire de développement photo qui s'était spécialisé dans la pellicule Kodachrome. Et la pellicule Kodachrome, c'était le type de pellicule qu'utilisait la compagnie Boeing pour filmer ses films documentaires ou pour faire des présentations à d'éventuels acheteurs. Et lui, ce Norm Johnson, travaillait dans ce laboratoire-là. Et elle dit, voilà, mon père a développé ce film et pour des raisons X ou Y, il semblerait qu'on voit des choses sur ce film et que ma mère aurait dit à mon père en voyant ce film qu'elle croyait qu'il pourrait être éventuellement associé à la supercherie de Bob Gimlin et de Roger Patterson, et elle lui a demandé de le mettre dans son coffre-fort et de ne plus jamais parler de ça, parce que si éventuellement on découvrait qu'il avait pu être associé d'une façon ou d'une autre à la supercherie de Roger Patterson, il risquait d'être poursuivi. Et c'est comme ça que le film s'est retrouvé dans le coffre-fort. Tu comprends qu'avec un discours comme celui-là, Mark Evans a été un peu étonné et étonné et curieux de voir qu'est-ce que pouvait bien contenir la pellicule en question. Et donc, il fait, et également, il apprend de la bouche de Teresa Brooke que son père, c'est également celui qui a développé le film Patterson-Gimlin en 1967. Donc, son père était une personne qui, sans être un ami de Roger Patterson, c'était quand même quelqu'un qu'il connaissait depuis un certain temps. Il y avait ce fameux film dans son coffre-fort et il y avait eu le film développé en 1967 que tout le monde connaît où on voit la créature qui marche là, dans le lit asséché de la rivière. Donc, il y avait quand même une association assez soutenue entre ce Norm Johnson et Roger Patterson. Donc, ce Mark Evans transfère la pellicule et là, ben voilà, sur la pellicule, il y a 40 secondes de, comment on pourrait appeler ça, une répétition. Donc, le film, quand on regarde la pellicule, il y a un codage sur le
le côté de la pellicule. Oui, on voit codage. le temps défiler. Oui, mais le codage est comme sur ce qu'on appelle l'amorce, hein, une partie de la bobine, au bout qu'on accrochait après le moteur, après la roulette en métal. Là. Donc, il y a un codage qui était utilisé par Kodak, qui était des symboles, des carrés, des triangles, et en fonction de la façon dont les carrés et les triangles sont placés, on pouvait déterminer l'année de fabrication de la pellicule. Or, la pellicule en question est une pellicule qui remonte à 1966, donc 1 an avant le tournage du film Patterson-Gimlin. Et donc, on a un film de 1966. Ouais. Ce type de film-là ne pouvait pas être regardé très longtemps, donc on peut supposer qu'au moment où Patterson achète le film 1966, il va l'utiliser dans les 6 premiers mois de sa possession. Après ça, le film devait s'éventer un peu. Donc, entre le moment où il l'achète et les 6 mois qui vont suivre, Patterson a tourné ce qui apparaît à être une répétition de son fameux film de 1967. Donc, sur ce petit bout d'excès, qui dure 40 secondes, on ne voit pas Roger Patterson, parce que c'est lui qui visiblement tient la caméra. Mm-hmm. On voit son ami Robert Gimlin, qui est là, qui est sur le dos d'un cheval, qui tient comme un pistolet dans sa main, et il mime un peu comme s'il essayait de chasser le Bigfoot. Et là, qui voit-on derrière un arbre? On voit une personne qui sort avec le fameux costume du Bigfoot. Et on est certain que c'est le même costume, parce que le film de Patterson a une particularité. La créature qu'on voit dans le film, c'est une créature femelle. On dit femelle parce que on voit très clairement qu'elle a une poitrine très importante, et quand elle marche, on voit ses glandes mammaires qui sautillent, disons-le comme ça. Et ça a toujours été un argument qui était plutôt en faveur du film Patterson, parce qu'on se disait, si le film est un trucage, pourquoi Patterson se serait-il donné la peine d'ajouter une paire de seins à sa créature? Tu sais, c'est compliqué l'affaire. Si tu vas dans un magasin où on loue des costumes, puis tu décides de louer un costume de gorille, le costume de gorille, il y aura pas de paire de seins. Tu comprends? C'est un costume de gorille. Oui, votre standard. C'est un costume standard. Tu ne trouveras pas de costume de gorille femelle avec des poitrines. Tu verras pas. Donc, s'il y a une poitrine, c'est que forcément, si c'était un costume ordinaire, c'est que forcément Patterson l'avait modifié pour mettre une paire de seins. Mais pourquoi se casser le basic pour faire ça? T'sais? Donc, ça jouait plutôt en sa faveur. Or, dans le petit bout d'essai de 40 secondes que Mark Evans a découvert, on voit une personne qui sort d'entre les arbres et qui a le même costume avec la poitrine, les seins, tout ça, et qui marche devant la caméra. En fait, on le voit même mieux dans ce petit bout d'essai que dans le film original, parce qu'il est plus proche de la caméra. Et on les voit, ils rigolent, ils reculent, le type se replace derrière l'arbre, fait une autre prise, etc. Donc, le film est clairement une répétition avec le même costume, c'est bien important de le dire, même costume que l'on voit dans le film de 1967. Voilà. Donc, à partir du moment où Mark Evans découvre ce fameux 40 secondes, là, il comprend qu'il a entre les mains une preuve irréfutable qui montre que le film Patterson est une supercherie. Donc, c'est ce que l'on voit dans le film Capturing Bigfoot. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai parlé cette semaine avec 2 personnes qui étaient à la présentation, qui l'ont vu, qui m'ont détaillé à peu près minute par minute ce que l'on voit dans le film en question, qui dure à peu près 1h45. Et ça, je t'en reparle après la pause. Donc, bougez pas. C'est fort intéressant, Christian. Et enfin, là, on connaît la vérité, mais on va en apprendre plus au retour de ces quelques messages. Bougez pas, c'est les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio. Radio X-Files. Execute program. Avec Christian Page. Radio X. Le show du matin. Weekend. C'est aphrodisiaque pour moi. Avec Carbo. Ça n'a pas de bon sens. Samedi et dimanche, 6h. Radio
X. Présenté par Silencieux Proto. Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto à Québec et Lévis. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Vos 4 restaurants Harvey's de la région de Québec vous offrent sa poutine aux 2 cornichons, servis avec des cornichons panés et frits, cornichons en dés et relevés de notre fameuse sauce crémeuse ranch. Du 16 au 21 mars, c'est la semaine des pièces chez Machinerie Aventis. Profitez de 15 % de rabais sur toutes les pièces sans minimum d'achat. Et obtenez 20 % de rabais sur les filtres d'origine New Holland. C'est le moment idéal pour préparer votre saison et économiser. Ça fait longtemps que vous rêvez d'une piscine pour vos vacances d'été? Ne manquez pas le grand blitz de réservation dans les 3 magasins Club Piscine de Québec. Profitez d'économies pouvant atteindre 7 500 $ sur une piscine creusée ou 1 600 $ sur une piscine hors terre chauffée. Et surtout, réservez votre date d'installation avant vos vacances estivales. Garantie. Offrez-vous le meilleur de l'été avec une équipe forte de 60 ans d'expérience et plusieurs milliers de projets à son actif. Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis. Flore Déco. C'est le temps d'économiser chez Flore Déco. Jusqu'à 50% sur une multitude de couvre-planchers et d'articles de décoration pour toute la maison. FloreDéco.ca. C'est le Salon du vélo de Québec avec un nombre record d'exposants. Voyez les nouveautés en vélo de route, gravel, montagne, électrique. Essayez même votre prochain bijou sur notre piste dessin intérieur. Voyages, conférences, ateliers mécaniques, compétitions de BMX sur notre pump track, tout y est. Participez au concours officiel Voyage Traditour et courez la chance de gagner 5 000 $ en crédit applicable sur un voyage en vélo électrique. Le Salon du vélo du 20 au 22 mars au Centre de foire d'Expo-Cité. Info et billets sur salonduvélo.com. La soudure chez Can-Am, c'est essentiel. FCAW ou GMAW, ton talent donne forme à des structures d'envergure. Ici, tu travailles avec des outils adaptés, dans un environnement sécuritaire, stimulant et surtout avec une équipe solide et fière. Horaire de nuit du lundi au jeudi, prime de nuit, vêtements fournis et carte CWB possible sur place. Can-Am recrute des soudeurs. Fais partie de l'alliage. www.canam.com. Tout ce qui est contenant, emballage et imprimé, ça va dans le bac de récup. OK. Petit pot de yogourt. Contenant, Sac à pain. emballage, Petit mot pour mon coco. imprimé. Ah, t'as fait son lunch. Il y a quel âge? 22. Ah, OK. Bac Impact, contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Aujourd'hui à Québec, moins 18 ce matin, plus 7 cet après-midi, puis verglaçante vers 16h, suivi d'un retour de l'hiver vers 17h. Le mois de mars. La météo change d'idée plus souvent que votre ex. Multiconfort FP vous offre des thermopompes Daikin qui vous gardent confortable. Chauffe quand ça gèle. Climatise quand ça dégèle. Automatiquement. Obtenez 15 % de rabais sur toutes les installations et 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits. Multiconfort FP. À Québec et Victoriaville. ADM Sport ouvre à Lévis le 26 mars. Du 26 au 29 mars, profitez de 20 % de rabais sur la marchandise moto de 2026. Un cadeau seulement pour les 25 premiers acheteurs par jour. ADM Sport. Tout ce que tu aimes. En fin de semaine, écoute, Légende du rock. Vous pourrez gagner l'une des 10 paires de billets pour le show de Quiet Riot. Quiet Riot et Aldo Nova en show à l'Agora du Port de Québec le 7 août prochain. Quiet Riot, pionniers du heavy metal de Los Angeles, ont marqué les années 80 avec des classiques comme Come On Feel the Noise et Bang Your Head. Quiet Riot et Aldo Nova à l'Agora. Billets en vente maintenant au agora.portquebec.ca. Salut, c'est JC. Je vous l'ai déjà dit, la référence en portes et fenêtres au Québec, c'est Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent, puis des gens vrais. Chez Abritech, on se défile jamais. La qualité garantie et le service aussi. Pour des réponses claires, passez donc voir leurs experts. Près des gens depuis 80 ans, Abritech, une valeur sûre. Trouvez rapidement votre détaillant au abritech.ca. Le tout nouveau CX-5 2026, le VUS urbain raffiné, arrive en marche chez Beauport Mazda. Passe vite chercher le tien. Beauport Mazda, rue Clémenceau, 667-3131. BeauportMazda.com.
Cette semaine, chez Chaloux, plusieurs bières de micro sont à 1,99$ et les 30 cannes de light au prix minimum. Chaloux, une entreprise familiale avec plein de choix de bières au prix minimum. Suis-nous sur Facebook et Instagram. Passe nous voir. Chaloux, à Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. On est de retour dans les radios X-Files en ce 20 mars. Juste avant la pause, Christian, on a appris que le film sur le Bigfoot, qui était terre reconnue, est une supercherie. Voilà, et on le sait parce que on a mis la main sur une bobine. En fait, un réalisateur qui s'appelle Mark Evans a mis la main sur une bobine de film qui dure, la séquence dure 40 secondes, où on voit une pratique avec les principaux acolytes du film Patterson-Gimlin. Donc, on voit Robert Gimlin, Patterson tient la caméra, et on voit, c'est là l'élément le plus important, on voit quelqu'un dans le même costume de la créature, avec la poitrine sautillante qu'on voit dans le film de 1967. Donc, forcément, c'est le même costume modifié par Patterson qu'il va réutiliser pour faire son fameux film. Dans le film, ce que l'on voit, parce que bon, cette semaine, je n'ai pas vu le film, parce que bon, ceux qui savent un peu comment ça fonctionne dans ce milieu de la télé et du cinéma, les films sont présentés dans des festivals de cette manière-là, et on attend qu'un distributeur fasse une proposition, reprenne le film et le distribue, soit pour le commercialiser sous forme de DVD, ou le mettre en location sur des sites ou des sites de streaming, ou qu'il soit diffusé sur des sites de streaming. Donc, au moment où on se parle, le festival en question, qui se tenait à Austin, au Texas, est terminé depuis quelques jours. Et donc, on peut espérer que d'ici les 6 prochains mois, éventuellement, et surtout avec le tapage que ça a fait, parce que bon, c'est devenu une nouvelle pratiquement virale dans le milieu, cette histoire-là. Écoute, on vient de désarçonner, sans mauvais jeu de mots, on vient de désarçonner un film qui, depuis 60 ans, gardait les gens en haleine. Tout à fait. C'est probablement l'une des supercheries à la fois les plus lucratives, mais en même temps l'une des supercheries les plus persistantes du 20e siècle, l'affaire du film Patterson-Gimlin. Donc, j'imagine que d'ici les 6 prochains mois, le film sera disponible soit sur des plateformes de streaming ou en location, ou sera peut-être disponible sous forme de DVD. Donc, cette semaine, je n'ai pas vu le film, mais j'ai parlé avec 2 personnes qui l'ont vu, qui étaient à la projection, et leur témoignage est unanime, c'est dévastateur. Ah ouais? S'ils m'ont pas répété durant les discussions que j'ai avec eux, s'ils m'ont pas répété 20 fois que le Patterson-Gimlin film is out. Écoute, ils l'ont pas dit une fois, là. Okay. C'était clair. Le doute, il n'y a pas de doute. Si t'as pas vu le film, tu peux toujours douter, mais quand tu as vu le film, là, il n'y a plus de doute possible. Et là, donc, qu'est-ce que l'on voit dans ce film? Parce que le film n'est pas que ces 40 secondes. Le film va beaucoup plus largement et on découvre plein de choses là-dedans. Donc, j'ai pris plein de notes, j'essaie de te résumer un peu ce que l'on voit dans le film. Ouais. Le film tourne surtout, bon, évidemment, l'élément central, c'est ces fameuses 40 secondes de film qui a été découverte par Mark Evans, dont on ne peut pas remettre en question, parce que là, évidemment, moi, j'ai vu passer sur des sites des gens qui n'ont pas vu le film. Très peu de gens l'ont vu, à moins d'avoir été à la projection. Mais les défenseurs du Bigfoot, c'est sûr que c'est faux, je crois au film Bigfoot, rien ne peut me faire changer d'avis. Bon, tu vois, comme le disait si bien Albert Einstein, il est plus facile de fissurer un atome que de briser une croyance. Et là, ces gens-là allaient même jusqu'à accuser que c'est un mauvais film fait avec l'intelligence artificielle pour discréditer Patterson. Oh mon Dieu, OK. D'autres ont même évoqué l'idée d'un complot du gouvernement. Là. Tu sais, quand tu veux. Là, Bon, ce que l'on voit dans le film, là, on ne peut pas remettre en question la pellicule, le tournage, le film, tout ça. Aux gens qui j'ai parlé, on dit il n'y a même pas place, c'est même pas un millième de doute. Il n'y en a pas de doute. C'est une conviction à 100%. Le film est une fraude et ce film-là le démontre clairement. Ce que l'on découvre aussi, c'est que le film tourne aussi beaucoup autour du fils de Roger Patterson. Comme je t'ai mentionné, Roger Patterson est décédé en 1972, mais son fils, Clint, qui était son fils cadet, a aujourd'hui 66 ans. Et il est un peu la grande vedette de ce film-là. Parce que ce que l'on découvre, en fait, c'est que depuis quelques années,
Clint Patterson savait que le film Patterson-Gimlin, le film de son père, était une fraude. Et là, ce que l'on découvre à travers le film, j'ai essayé, parce que j'ai 4 pages de notes, j'aurais pas le temps de toutes les raconter, mais ce que l'on découvre dans le film, c'est que le film Patterson a rapporté là, au bas mot, on parle rapidement, entre 1967, le moment de son tournage, et le milieu des années 70, pour ce qui est de sa présentation la plus soutenue. Après ça, il a été repris dans des documentaires à History Channel, Sci-Fiction Movie, bon, etc. On l'a repris. Le film aurait rapporté au bas mot là, quelque chose, là, si on parle essentiellement dans les 5 ou 10 premières années, quelque chose d'à peu près là, 600 000 $ en droits de diffusion. Ce qui représente en argent d'aujourd'hui 5 millions $. OK, wow. Et ce que Clint Patterson raconte dans le film, c'est que sa mère, qui est la veuve de Roger Patterson, Patricia, que j'ai rencontrée une fois il y a de très nombreuses années, justement pour acheter le droit sur le film. Donc, Patricia Patterson, qui ne travaille pas, ne vit essentiellement que des rentes que rapporte le film. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ce que l'on découvre dans le film, c'est que son Clint Patterson, donc le fils de Roger Patterson, il y a quelques années, il a décidé de révéler le poteau rose. Depuis toujours, sa mère ou les gens autour de lui savent que le film est une supercherie. Mais tout le monde a fermé sa boîte parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte de l'argent. Si le film, on le révèle demain matin que le film est une fraude, ben, qui va vouloir payer pour un film qu'on sait est une supercherie? Et on découvre dans le film qu'il y a quelques années, il y a peut-être presque 10 ans maintenant, Clint Patterson a décidé, il a annoncé à sa mère qu'il allait révéler au monde entier que le film était une supercherie. Et il y a eu une dispute entre lui et sa mère. Sa mère lui a dit « Si tu fais ça, je te renie, etc. » Et il y a eu un schisme, il y a eu une cassure entre la mère et Clint Patterson. Donc, ce que l'on découvre dans le film, c'est qu'il n'a plus parlé à sa mère depuis de nombreuses années. Sa mère lui a avoué, évidemment, tout le monde savait que le film était une supercherie, mais sa mère lui a avoué que, comme le disait si bien depuis 1990 Bob Euronymous, que c'était bel et bien lui qui était dans le costume du film de 1967. C'est pas lui qui est dans le film, qui est la pratique. On découvre à travers ce documentaire, c'est pas la même personne dans le film, la fameuse pratique, c'est le même costume, mais on voit qu'il est comment je pourrais dire, moins serré sur l'acteur, disons ça comme ça. L'acteur est moins tête dans le costume. Hein? Et on apprend que l'homme dans la pratique, celui qui est dans le costume, c'était le beau-frère de Roger Patterson, un type qui s'appelle Al Diatley. Mais Al Diatley, c'est un peu le vilain de notre histoire. Tu vas vite le comprendre, là, mais je vais finir avec Clint Patterson avant de te parler d'Al Diatley. Donc, Clint Patterson raconte, il dit, bon, ma mère m'avait dit effectivement que pour la séquence qui a été commercialisée, le fameux film de 67, c'était bel et bien Bob Euronymous qui était dans le costume. Et il raconte que quand il était enfant, ben après le fameux tournage de 1967, il idolâtrait son père. Hein? Son père était une vedette de rodéo, tout ça. Puis lui, il était un jeune cowboy, puis il voyait dans son père une espèce de héros, là, tu sais, fantastique. Et il se rappelle très bien que il a vu après le film de 67, il a vu son père brûler dans des barils derrière la maison. Il a vu brûler le costume qui avait servi au fameux tournage. Et comme dans la famille, c'est un peu un secret de ne jamais révéler que le film était une supercherie, ben il s'en est tenu à ça. Mais les années passant, à un moment donné, ça pesait lourd, puis il dit, il faut révéler. On peut pas laisser les gens penser que ce film-là est vrai, etc. Et c'est là qu'il y a eu un schisme entre lui et sa mère. D'ailleurs, on voit aussi dans le film, il y a une scène très... J'en parle comme si je l'avais vu, mais on me l'a tellement décrit. Il y a une scène très émouvante où, finalement, à partir du moment où la mère de Clint Patterson, donc la veuve de Roger Patterson, voit la fameuse séquence de la pratique, elle reconnaît qu'effectivement, elle dit pas « oui, c'est une fraude », mais elle dit ces images-là, elle dit « je veux plus les voir, ça a brisé ma famille », etc. Oh. Et
elle retrouve son fils. Donc, il y a une scène émouvante où Clint, qui n'a pas reparlé à sa mère depuis des années, s'en va chez elle, puis là, il se serre dans leurs bras, puis tout ça, puis on enterre un peu la hache de guerre. Bon, tu vois un peu le système. Oui. Donc, on suit donc Clint Patterson un peu qui raconte comment tout ça s'est passé. Et ce que l'on découvre aussi, c'est que dans l'histoire de Roger Patterson, dès le début, là, en 1967, on savait que son beau-frère, qui est un homme très puissant, un homme très, très riche. Hein. Si tu veux, là, j'invite les gens là, dans le moteur de recherche sur Google, taper simplement Hall Diatley House, Yakima. C'est une espèce de château qui doit contenir à peu près 300 pièces. C'est un homme qui avait, à ce moment-là, en 1967, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. C'est un homme qui était très influent. Il avait beaucoup de politiciens dans sa manche. Et à ce moment-là, en 1967, il avait une compagnie de pavage et de réfection de la chaussée et tout ça. Et à ce moment-là, quelques mauvais placements avaient amené sa compagnie qui se trouvait dans une situation financière difficile. Et il y avait son beau-frère, Roger Patterson, qui lui parlait tout le temps de son histoire de Bigfoot, puis je vais tourner un documentaire, etc. Et c'est là que Hall Diatley va convaincre Roger Patterson en lui disant, si tu fais un faux film, ben je connais des gens qui pourraient acheter le film, etc., puis on pourrait faire beaucoup de sous. Et en fait, Hall Diatley, c'est un peu le grand vilain qui est un peu derrière le décor. C'est lui qui va financer toute l'opération pour qu'on fasse un faux film. Et à partir de là, même si parce que moi j'ai vu quelques entrevues d'Hall Diatley, qui lui, je me rappelle une entrevue où il disait, moi, Roger m'a appelé, il m'a dit qu'il avait filmé le Bigfoot, il m'a donné la bobine, je l'ai fait développer, merci, bonsoir. Ça m'intéresse pas de savoir si c'est un gars d'un suit ou si c'est le vrai Bigfoot. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais on découvre dans le documentaire en question que Hall Diatley, c'était le monsieur fric. C'est lui qui a encaissé la majeure partie des retombées du film, etc. C'est lui qui était derrière toutes les manigances qui servaient à commercialiser le film. C'est un peu le grand vilain de l'histoire. Et il est décédé il y a quelques années maintenant, il y a 2 ou 3 ans, je pense que Hall Diatley est décédé. Mais son domaine, c'est quelque chose de tout à fait fantastique. Là. C'est une maison qu'on croirait sortie d'un rêve. Là. C'est une maison digne des grandes vedettes d'Hollywood. OK. Et donc, c'est le personnage qui est derrière ça. Ce que l'on découvre aussi dans le film, écoute, il y a à un moment donné, il y a une séquence assez émouvante où, encore une fois, Clint Patterson va rencontrer Bob Euronymous, qui depuis 1990 a révélé que c'était lui l'homme dans le costume. Donc Clint Patterson va le voir et là il s'excuse au nom de son père et il lui donne le $1000 que son père lui avait promis à l'époque. Il dit, mon père t'avait promis de te donner $1000, ça a pris du temps, mais le voici, je te le donne en son nom. Et là, Bob Euronymous prend l'argent, puis dit, OK, parfait, la hache de guerre est enterrée. Et là, les deux hommes se disent, allons confronter Bob Gimlin, le seul homme vivant qui était là, soi-disant, au moment où le film a été tourné, et qui fait des tournées à travers les États-Unis dans toutes les conférences sur le Bigfoot. Et donc, ils vont le retrouver. Et là, il y a une scène où les deux hommes, Clint Patterson et Bob Euronymous, qui aujourd'hui se déplacent en chaise roulante, ils vont confronter Bob Gimlin. Et là, ils se retrouvent face à face à Bob Gimlin et ils lui disent comme ça, OK, maintenant que ça fait 60 ans qu'on ment tout le monde, là, est-ce que tu es prêt à dire la vérité? Et pendant une fraction de seconde, Bob Gimlin est là, il dit ouais, OK, allons-y, disons la vérité. Et comme il se prépare à révéler qu'est-ce qui s'est réellement passé, on voit, là, tout ça est filmé, on voit la femme de Bob Gimlin qui, bien sûr, t'as bien compris qu'elle aussi touche les dividendes sur le film. Elle arrive, elle s'interpose, elle met sa main sur la caméra, elle dit non, pas de ça, pas d'entrevue, rien du tout. Donc, et là, Bob s'est rétracté en disant non, je donne pas d'entrevue et ça s'est terminé là. Mais on était dans le documentaire, on est à un cheveu d'avoir la révélation de Bob Gimlin qui va dire que tout ça est une fraude. Mais bon, ultimement, on n'a pas besoin de son témoignage puisque le film en lui-même parle clairement. Donc, qu'est-ce que je peux dire aussi? Bon, Diatley est décédé, comme je l'ai mentionné il y a quelques années, décédé en 2019.
ce qui est surtout important de retenir, je pense, dans ce documentaire-là, parce que j'ai posé à maintes reprises la question, est-ce que vous êtes certain que c'est le même costume que l'on voit dans le film Patterson-Gimlin que l'on voit dans cet essai? Et la réponse est unanime, oui, sans l'ombre d'un doute. Il dit avec la poitrine, tout le reste. Parce que le premier argument, avant même qu'on ait discuté du contenu du film, dès qu'on a annoncé qu'on avait un film montrant Patterson 1 an avant son célèbre film, en train de tourner un essai, les gens qui veulent croire au film Patterson, qui veulent croire en Bigfoot, on dit « Oui, mais c'est pas surprenant. Roger Patterson disait qu'il voulait tourner un documentaire sur le Bigfoot, donc il n'est pas étonnant qu'il ait eu en sa possession un costume de Bigfoot pour créer des scènes de reconstitution, comme on en voit souvent dans des documentaires. Ce qui aurait été possible. » Mais pas le même costume. Tu comprends? Le costume du Bigfoot femelle avec la grosse paire de tétons, excuse-moi, ça marche pas. C'est pourquoi le film de cette créature avec cette grosse poitrine là, sautillante, il est si important cet élément-là parce que c'est exactement le même costume que l'on voit dans la scène de pratique. Donc, Patterson ne pouvait pas anticiper 1 an avant qu'il filmerait une femelle Bigfoot de créer un faux... Tu comprends? Donc, ça marche plus, là. Bon, ici... Coïncidence beaucoup trop grosse, là. Oui, c'est ça. Ouais. Ici, tu dis, OK, ben peut-être que si tu essaies de jouer, tu dis, mais imaginons que le film que l'on voit, l'essai, aurait été tourné après que son film aurait été tourné à Bluff Creek, hein? Parce que, Patterson aurait voulu refaire des scènes de reconstitution et aurait voulu fabriquer un costume de Bigfoot ressemblant à la créature qu'il avait vue. Ben, pourquoi il aurait fait ça? C'est pas vraisemblable. C'est comme, t'avais ton bout de film, t'as pas besoin de refaire un costume avec une créature qui a des gros tétons, là. Ça tient... Il n'y a aucune façon, t'as beau essayer de jongler avec ça, il n'y a aucun moyen que tu peux arriver à justifier que Patterson ait été en possession d'un costume d'un Bigfoot femelle avant même qu'il ait pu tourner son film. Et c'est pas seulement la grosse paire de seins qui est visible dans le documentaire, sur le bout d'essai, mais c'est tout le reste. Hein. Quand on regarde, quand on voyait le film Patterson-Gimlin, celui qu'on prétend être le vrai, là, donc celui de 67, et on le compare avec le bout d'essai, on voit les mêmes détails. Hein? Le crâne en forme de pointe un peu, le nez un peu recourbé, la façon dont les bras sont placés, le gros fessier qui est exagéré. Il dit, tous ces éléments-là, on le voit dans le costume qu'on voit durant la séquence qu'on pourrait appeler la pratique. Donc, tous ces éléments-là sont tout à fait là. Il n'y a aucun doute, c'est exactement le même costume que l'on voit dans la fameuse séquence de 1967. Donc, il n'y a plus de doute possible. Voilà. Et, écoute, je pense que là, en rajouter serait un peu de la gourmandise. Mais écoute, je te le dis, Nick, j'aurais jamais cru ça. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis empressé de contacter des gens qui étaient là, qui étaient à la projection, qui avaient fait quelques posts sur les médias sociaux. Je les ai contactés, j'ai parlé avec eux pour voir exactement qu'ils me décrivent ce qu'ils voyaient. Écoute, j'ai un compte rendu à peu près minute par minute là, ce que l'on voit dans le documentaire, mais je pense que là, j'ai livré l'essentiel. Et j'aurais, comme je l'ai mentionné, au risque de me répéter, j'aurais jamais cru qu'un jour, je verrais une preuve irréfutable que le film Patterson-Gimlin est une supercherie. Et là, maintenant, on l'a. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que il va y avoir, déjà, on le voit, là, il y a plein de gens dans le milieu du Bigfoot, et faut-il le dire, 100% d'entre eux n'ont pas vu le fameux documentaire Capturing Bigfoot, mais tous ces gens-là uniquement sur des impressions, hein, une volonté de croire, trouvent toutes sortes de moyens pour essayer de discréditer Mark Evans. Hein, mais Mark Evans, il est pas là pour dire Bigfoot n'existe pas ou Bigfoot existe. Lui, il en a rien à cirer. C'est un réalisateur, puis il a mis la main sur un bout de film qui était particulier.
et il l'a révélé au monde. Puis je le comprends. Moi, si j'étais un documentaliste, si je mettais la main sur un truc comme celui-là, je serais aux anges. Oui, je comprends. Je me rappelle, pour te donner un peu un exemple qui est assez frappant, dans les années 90, on avait eu une histoire de film qui montrait l'autopsie d'un extraterrestre à Roswell. Oui. Et ce film-là a beaucoup fait fonctionner. Et le réalisateur du film, un certain Ray Santilli, disait que son film avait été analysé par Kodak et que Kodak avait confirmé que la pellicule datait de 1947. Mais personne ne savait qui avait analysé la pellicule. Hein? Raymond Santilli se gardait bien de nommer le nom du technicien. Mais moi, je l'ai trouvé, le technicien. Et j'ai échangé avec lui et il m'a envoyé une lettre signée de sa main avec l'entête de Kodak. Et il raconte qu'il n'a jamais analysé le film de l'autopsie. Ce que Raymond Santilli lui avait amené, c'était un bout de pellicule sur laquelle il n'y avait aucune image, et on lui a demandé d'analyser cette bout de pellicule-là. Puis, un peu comme je l'ai mentionné dans le cas du film Patterson-Gimlin, il y a un codage sur l'amorce, puis cette amorce-là date de 1947. Mais quand Raymond Santilli disait « on a analysé mon film », puis Kodak dit que le film remonte à 1947, c'est pas vrai. Lui, le type Peter Milson, qui s'appelait le technicien, il dit, moi, cette amorce-là peut venir d'un film de Charlie Chaplin, un film de Laurel et Hardy, n'importe quoi. Moi, il m'a emmené une amorce. C'est lui, Ray Santilli, qui dit que cette amorce-là vient du film de l'autopsie. Mais moi, je l'ai pas vu, le film de l'autopsie. J'ai vu une amorce. J'étais tellement content d'avoir mis la main là-dessus parce que c'est un élément qui démontrait le mensonge de Raymond Santilli. Écoute, cette lettre-là, je l'ai montrée 1001 fois à la télévision. Je l'ai recopiée. Elle a fait le tour du monde, reproduite dans tous les magazines qui démontraient le mensonge de Raymond Santilli. J'avais mis la main sur un document qui démontrait la supercherie. Donc, je peux comprendre que Mark Evans, même s'il n'est pas impliqué dans l'histoire des Bigfoot ou quoi que ce soit, ben à partir du moment où il met la main sur ça, il tient un excellent documentaire. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je sais que le temps file. Je viens de faire une petite précision. Oui, j'ai encore 30 secondes pour le dire. La semaine dernière, j'ai annoncé ma conférence qui allait se tenir attends une minute que je vais sortir le papier, là. Bon, qui va se tenir à l'Université Laval le 9 mai prochain, là, qui s'appelle Alerte dans l'espace. Et là, des gens m'ont écrit en me disant « Ah, c'est dommage que ce soit plein, parce qu'ils sont allés sur mon site Internet. » Et effectivement, c'était mon erreur. J'avais laissé la mention complète que j'avais préparée, parce que quand c'est complet, je l'active. Et là, je l'avais activé malheureusement par erreur. Donc, je le rappelle, c'est pas le cas. Il y a encore de la place. Donc, les gens qui seraient intéressés d'assister à cette conférence, c'est Alerte dans l'espace. On va passer en revue l'ensemble de toutes ces images soi-disant tournées dans l'espace, montrant des ovnis ou des structures mystérieuses sur la Lune, sur Mars et tout le reste. Et ça va s'inscrire un peu avec le lancement de la mission Artemis qui doit partir le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson. Et ça se tiendra donc à l'Université Laval, la salle Hydro-Québec, et tous les gens qui voudraient avoir de l'information, simplement aller sur ma page Internet, là, le christian-page.com, christian-page.com, le petit onglet conférence, et là, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir vous inscrire à la conférence. Et non, il y a encore de la place, mais à culpa, c'était mon erreur d'avoir activé ce petit élément de complet. Ça arrive. Voilà. Christian, merci beaucoup encore une fois. Très instructif. Plaisir. Et puis, on va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition. D'ici là, mais je te souhaite un excellent week-end et un bon début de printemps. Merci beaucoup. Oui, toi aussi. Merci, bye. Salut, ciao. Bye, Christian. C'était les Radios X-Files sur les ondes de choix 98.1. Radio X, bougez pas après ces quelques messages. C'est la Sexploratrice. Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X. Le Carbo. Show. Avec Allô? Carbo. Oui, c'est le Carbo? Lundi au jeudi, 18h. Radio X. Le Carbo Show présenté par Export Auto. Pourquoi payer plus ailleurs? Chez nous, c'est moins cher. On est là pour vous. 2703 Président Kennedy ou exportauto.com. Pratiquer la marche nordique en raquette exige que chaque pas soit stable, chaque appui assuré. Sur la route aussi, la sécurité guide chacun de nos mouvements. Et ça commence chez Volvo Ville de Québec. Jusqu'au 1er avril, profitez de rabais incroyables sur le EX30 2026, véhicule 100% électrique, et économisez jusqu'à 17 800 $, incluant les rabais gouvernementaux. Volvo Ville de Québec. Ma vie, ma Volvo.
Des conditions s'appliquent. Détails chez Volvo Ville de Québec. Chez Jean Coutu, tout le monde célèbre le triomphe des économies. Ce samedi et dimanche seulement, recevez une carte cadeau Jean Coutu de 10 $ à l'achat de 60 $ de presque tout. Et ce n'est pas tout. Jusqu'au 1er avril, obtenez un code promo de 10 $ de rabais sur vos achats en ligne de 60 $ de presque tout. Gagnez à tout coup en achetant 60 $ de presque tout chez Jean Coutu. Certaines conditions s'appliquent. Détails à jeancoutu.com. Envie d'une soirée qui sort de l'ordinaire? À l'atelier, découvre nos cours de mixologie. Du jeudi au samedi dès 18h. Apprends à shaker comme un pro lors d'un cours d'1 heure. L'expérience comprend 2 cocktails et 2 bouchées par personne, le tout pour seulement 30 $. Profitez de 15 % de rabais sur la nourriture en participant à un cours de mixologie. Et si tu veux prolonger le plaisir, on te relocalise à une table pour poursuivre la soirée. Les cours de mixologie à l'atelier, une expérience à savourer. Verre en main. Réserve dès maintenant. bistrolatelier.com. Saviez-vous que Promutuel est encore l'assureur grand public le plus recommandé? Ben là, c'est vous qui faites la voix de Promutuel. Oui. Vous les connaissez? Mais ça, je les aime d'amour. J'ai eu un dégât d'eau à la maison. Mon sous-sol était foutu, mais ils m'ont réglé ça. Ils sont tellement efficaces. Pas pour rien qu'on en parle autant. Bon, je finis mon message. Ben oui. Pour un service tellement efficace, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander. Ils sont super. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la. 888casino.net. Plongez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouez de façon responsable. Cette semaine chez Maxi, c'est la vente du dollar. Les fraises à 1,77. Le rôti de palette à 6,88 la livre, 15 et 17 le kilo. La douzaine de gros œufs à 2,99. Les grands gagnants de la vente du dollar, c'est vous. Plus de détails en circulaire et chez Maxi. Un sentier. Une forêt. Un arbre. Un oiseau. Un autre arbre. Plein d'arbres. Un ruisseau. Une pente, un étang, une clôture à vaches, une courbe, une plaque de glace, un dérapage, une roche, un impact, un vol plané, un tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Un accident mortel à motoneige.